Go, le jeu de la vie. Hein? Fais-nous peur ou fais-nous penser. Mais Ego, à chaque fois qu'on regarde ces vidéos, on est là en train de réfléchir. C'est hyper deep, bro. Aujourd'hui, on part en voyage. Et on ne part pas que vous et moi. On part sur le dos de 7 petites créatures qui se proposent d'être notre guide dans une simulation mathématique aux règles très simples, sur une grille en 2D théoriquement infinie, dans un univers dont la simplicité des règles ne laisserait pas une seule seconde le néophyte que vous êtes probablement imaginer ce qui s'y déroule. Voilà ce qu'on appelle de la soupe. Certains l'appellent la soupe primordiale, c'est une notion initialement moins quadrillée que ce que vous êtes en train de regarder, puisqu'à la base c'est un concept qui hypothèse la manière dont la vie a pu commencer sur Terre il y a 3 à 4 milliards d'années. C'est une théorie qui présente une sorte de soupe, un environnement riche en composés organiques dont la vie pourrait avoir émergé. C'est une théorie solide, même si on reste ouvert à d'autres hypothèses. L'avantage pour nous, c'est que la soupe primordiale dont on va parler aujourd'hui, on peut la créer chez nous, la voir évoluer sous nos yeux, dans un jeu vieux de plus de 50 ans, aux règles très simples que n'importe qui peut faire tourner sur son PC pour s'amuser à jouer avec les paramètres. Yo, la seule raison pourquoi je crois peut-être un peu à l'évolution, c'est que à la base, on était tous des spermatozoïdes. So, peut-être que sur Terre, il y avait un univers de spermatozoïdes qui se promenaient, puis de fil en aiguille, ben, ça a créé des êtres humains. C'est juste que j'ai pas les preuves, personne n'était là, personne peut dire ce qui était là, ce qui était vrai. Tu vois, on peut que théoriser. Paramètres initiaux. Ceci dit, vous n'avez rien besoin de faire. C'est moi qui m'en charge. Et même plutôt, c'est notre petite créature qu'on va suivre tout le long de cette vidéo pour découvrir, à ses côtés, le monde dans lequel elle évolue. Et si j'imagine bien que vous trouvez pour le moment que le monde en question ne paye pas de mine, je vous assure que ça va loin. D'ailleurs, pour vous aider à suivre si ça devient trop compliqué, vous avez dans la description le lien d'un site qui vous permettra de vous y retrouver plus facilement. J'y retrace notre petit voyage dans les grandes lignes, avec les règles, les dates, les catégories de configuration, bref, de quoi retomber sur vos pattes en cas de besoin. Et d'ailleurs, ne me remerciez pas, le site est fait maison avec mes petites mains, grâce au partenaire de cette vidéo, Odoo. Odoo pour ceux qui... Partenaires commerciales, bien vu. Nous allons juste skip vite fait. Qu'une théorie scientifique, c'est pas pareil qu'une théorie, regarde la définition. Voyage auquel on va retourner, d'ailleurs. Mais les scientifiques, c'est ça le problème. Les scientifiques, et s'ils ils ont tort, s'ils font une erreur, genre oui, c'est un regroupement de spécialistes dans la matière, mais des fois je me dis, si on pourrait infiltrer ce système et les forcer à dire une chose, ben tout le monde s'entendrait sur la même chose. En fait, nous voilà de retour dans notre soupe primordiale. Et vous n'y comprenez rien, et c'est normal, donc on va commencer par la base. Ça, c'est ce qu'on appelle le jeu de la vie de Conway, parce que cette version a été mise au point par un mathématicien du nom de John Conway en 1970. Ce jeu de la vie fait partie d'une catégorie de jeu assez particulière qu'on appelle le jeu à 0 joueur, c'est-à-dire qu'il se joue tout seul. Ici, plus spécifiquement, on a affaire à ce qu'on appelle un automate cellulaire. Un automate cellulaire, c'est un modèle mathématique composé de cellules qui interagissent entre elles selon des règles précises. On va faire simple et fonctionner avec ce qu'on voit ici pour comprendre. Là, on a une grille, théoriquement infinie, en 2D. Tous les petits carrés que vous voyez formés par la grille, ce sont des cellules qui peuvent être dans 2 états, mortes, en noir, ou vivantes, en blanc. Chaque cellule est entourée par 8 autres cellules, qu'on appelle des voisines. Ok, ça c'est la base. Maintenant, comment est-ce qu'on donne vie à tout ça ? Déjà, le jeu fonctionne par génération, une par une. L'état de la génération actuelle, donc ce qu'on voit là, va déterminer l'état de la génération suivante. Et on avance, génération par génération. La grande question, c'est de savoir selon quelles règles on génère chaque génération. L'avantage pour nous, c'est que tout le principe du jeu de la vie de Conway, c'est d'avoir des règles très simples et de voir à quel point les choses peuvent devenir complexes. Et pour le coup, c'est difficile de faire plus simple, puisque le jeu de la vie n'a que 2 règles, qu'on comprend très facilement si on réfléchit aux cellules comme à de vraies populations. La première règle, c'est qu'une cellule morte qui a exactement 3 cellules voisines vivantes devient vivante. En gros, la vie, dans les bonnes quantités, crée la vie. La deuxième règle, c'est qu'une cellule vivante qui possède 2 ou 3 voisines vivantes reste vivante. Plus de 3 voisines et la cellule meurt, comme s'il y avait surpopulation. Moins de 2 voisines, la cellule meurt, comme s'il y avait sous-population. On va prendre un exemple pour que vous assimiliez le concept plus facilement. Voilà 3 cellules vivantes côte à côte. Pour chaque cellule du groupe, on va calculer ce qui va se passer lors de la génération suivante. Ok, pour cette cellule, on regarde ce qu'il y a autour. Dans son entourage direct, elle a 2 voisines vivantes. Donc, selon cette règle, elle reste vivante. Ouais, elle n'est pas censée mourir, c'est 2... C'est plus de 1. Cellule pareil, 2 voisines, donc elle reste vivante. Et pour cette cellule aussi. Donc, ces 3 cellules vivantes restent vivantes. Mais qu'est-ce qu'il advient de cette cellule qui est morte ? Elle n'a pas seulement 2 voisines vivantes, mais 3. Ce qui veut dire, selon la première règle, qu'elle devient vivante. La vie, en bonne quantité, crée la vie.
Bon, ouais, on vient de créer quelque chose, c'est pas mal déjà. Mais qu'est-ce qui va se passer lors de la prochaine génération? Eh bah, comme chaque cellule vivante possède 3 voisines vivantes, toutes les cellules restent vivantes, ce qui nous donne ce qu'on appelle un bloc, l'une des configurations les plus courantes du jeu de la vie de Conway. Voilà comment le jeu de la vie fonctionne. À chaque génération, le logiciel calcule l'état de chaque cellule présente sur la grille en même temps. Et on avance. La vitesse, c'est moi qui la gère, ça dépendra de nos rencontres. Bref, ce bloc, il appartient à une grande catégorie de configurations qu'on appelle des natures mortes. En gros, ce sont des configurations qui ne bougent pas. On en trouve un paquet, et elle, on l'appelle la ruche, elle, la table miroir, et c'est bien, ça nous fait de jolis dessins, mais c'est pas palpitant non plus. Nous, on veut du mouvement. Donc je vous montre. Voilà 3 cellules vivantes côte à côte, et c'est votre premier exercice. Mettez sur pause, je vous laisse réfléchir à ce que ça va donner. Les gars, venez, aidez-moi un peu. Si je comprends bien, il faut 3 cellules à côté pour survivre. Là, les 3 sont alignés. Normalement, il y en avait une ici avec 2, puis elle était vivante. Là, c'est les 3 qui vont mourir, n'est-ce pas? Ou sinon, celle du milieu survit et les 2 à côté meurent. Faut que ça soit côte à côte. Ok. On reprend pour chaque cellule. Celle-ci n'a qu'une voisine vivante, donc elle mourra à la prochaine génération. Voilà. Pareil pour celle-ci, morte. Celle du milieu a 2 voisines vivantes. Matematico, intelligente, concentrado. Vivante, donc elle reste en vie. Maintenant, on peut regarder les cellules mortes autour. Celle-ci n'a que 2 voisines vivantes, donc pas assez pour devenir vivante. Pareil pour ces 3-là. Mais celle-ci a 3 voisines vivantes. Celle-ci aussi, donc elles prennent vie. Ce qui nous donne, à la génération suivante, ceci. Et quand on laisse tourner, voilà notre première forme de vie un peu intéressante, le blinker. Ça bouge, c'est joli, et on peut faire mieux. Le blinker, il appartient à la grande catégorie des oscillateurs. Ce sont des configurations qui se répètent après un certain nombre de générations. Ça, par exemple, c'est le cercle de feu. Comme le blinker, c'est un oscillateur qui fonctionne en 2 générations, c'est-à-dire qu'il lui faut 2 générations pour revenir à son état initial. Et on peut monter en génération. En 3, on a le pulsar. En 4, on a la roue de Catherine. En 8, le figure 8. En 20, le 145P20. En 37, le Belouchenko's P37. Bref, ça peut monter très haut, mais parmi les oscillateurs qui nécessitent plus de générations, on trouve des choses dont je voudrais vous parler plus tard, donc on va se garder ça sous le coude. Mais il y a peut-être quelque chose que vous commencez à vous dire, en regardant ces configurations. Comment on passe de la soupe à ça? Sans déconner. Parce que moi, quand je lance une soupe chez moi, j'arrive à... What the fuck? Et c'est là que le titre de jeu à 0 joueur vous a peut-être induit en erreur. Le jeu de la vie, c'est pas juste un jeu qu'on lance et qu'on regarde. C'est un jeu qu'on explore et avec lequel on est invité à expérimenter. Et ce qui se passe dès 1970, à la création du jeu, c'est qu'on trouve une foule de gens qui cherchent, qui essayent, qui trouvent, qui nomment, qui mettent en commun. Et j'ai été très surpris de me retrouver complètement écrasé par la quantité d'informations qu'on trouve sur le wiki du jeu de la vie. On trouve les explications des concepts, des catégories, on trouve des listes de configurations avec leurs composants, leur fonctionnement, leurs créateurs, qui ont eux-mêmes des pages sur lesquelles sont recensées toutes leurs trouvailles avec toujours des noms très inspirés. Là, c'est le French Kiss. Là, la mini cocotte minute, là, la machine à laver, on sent vraiment que c'est fait maison, quoi. Bref, ces configurations, ce sont des gens qui les ont découvertes, et ils ont commencé dès la sortie du jeu. Donc John Conway met le principe du jeu de la vie au point, il fait publier ses recherches la même année... Ça veut dire, t'es parti d'une règle, et eux, ils ont arrivé à trouver des formes à travers les règles. C'est ça qui est intéressant. Un journal appelé le Scientific American, les gens lisent l'article... Le créateur du jeu, il a juste donné les règles du jeu. Et ils se disent... Bah c'est passionnant. Moi aussi je veux faire ça. Les possibilités sont infinies. What the fuck? Donc les gens essayent chez eux. Le truc c'est qu'en 70 faut se débrouiller parce que l'ordinateur à ce moment-là c'est pas forcément un objet très accessible. Donc les gens se débrouillent, ils commencent à dessiner leur grille, à placer des jetons pour représenter les cellules vivantes et ils font leurs essais. Génération par génération, à la main. C'est lent. C'est facile de faire des erreurs. Mais rien qui n'empêche les passionnés de continuer à se passionner. Et Conway fait partie de ces gens-là. À Cambridge, l'université où il enseigne, lui, il le faisait déjà, même avant la publication de son papier, évidemment, avec un jeu de Go. C'était compliqué de tout faire tout seul et surtout de garder le fil des plus petites configurations. Donc il a invité un de ses amis, Richard, pour lui servir de blinker watcher. En gros, il avait la charge des blinkers et de toutes les petites configurations périodiques. Donc il cherche. Il tente des configurations. Et puis un jour, Richard dit à Conway, « Tiens, mon blinker marche ?» Sauf que c'est pas un blinker. Richard vient de faire la découverte de la petite créature avec laquelle on va dorénavant voyager, le glider.
Quand on veut créer un glider, on pose nos cellules vivantes comme ça. En fait, en fonction de la direction qu'on veut lui donner, on peut le tourner verticalement et horizontalement. Moi, je le place comme ça pour qu'il parte. Bah ça peut être notre deuxième exercice, si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé, mais si vous en sentez l'envie, mettez sur pause et devinez où on part. N'oubliez pas, 3, 1, celle-là, elle est active. 2, celle-là aussi, 2. Celle-là va mourir. Parce qu'il n'y en a qu'un. Celle-là, elle va mourir. Si on meurt ici, où est-ce qu'on prend vie? Elle va partir vers là. Ou non, plus vers... Je pense que c'est sûr qu'elle part vers la droite. En haut à droite. Si vous avez la flemme, restez avec moi. Bon allez, je vais pas faire durer le suspense, on va démarrer notre glider, direction en haut à droite. Hey, concentra! Voilà, on a notre véhicule. On peut explorer le jeu de la vie, et on a de la route. Notre première rencontre, c'est un autre vaisseau qu'on appelle le Lightweight Spaceship. Moi je l'appelle le poisson, parce qu'on dirait un poisson. Vous remarquerez que sa structure est très similaire à notre glider, en un peu plus grand et avec 2 blocs de plus à l'arrière. Mais la vraie différence avec notre véhicule à nous, c'est que ce vaisseau emprunte une direction orthogonale, là où le nôtre se déplace en diagonale. Un peu plus loin, on trouve des versions un peu plus grandes du Lightweight Spaceship, le Middleweight Spaceship et le Heavyweight Spaceship, qui requièrent simplement d'allonger la coque du vaisseau. Ces 3 configurations, notre glider aussi d'ailleurs, sont ce qu'on appelle des vaisseaux naturels, à savoir qu'ils peuvent être trouvés naturellement dans la soupe sans intervention humaine. Des vaisseaux naturels pour le moment, on en a trouvé 54, qui ont été triés par ordre de fréquence relative, ici la fréquence d'apparition de tous les vaisseaux qui apparaissent naturellement. Typiquement, le glider, il représente 99,8% des apparitions de vaisseaux naturels. On tombe immédiatement à 15 sur 10 000 pour le Lightweight Spaceship. Cette configuration à peine plus grosse tombe à 2 sur 10 millions. On descend vite dans les milliards, puis les billions, bref, disons peu de chances de tomber dessus, et ça reste pour des configurations modestes, et assez ennuyeuses d'ailleurs. Nous on veut plus, et la bonne nouvelle, c'est qu'on approche de quelque chose de nettement plus stimulant. Des fusions. Fusion. Je sais qu'on ne dirait pas un vaisseau, pourtant c'en est un, qu'on appelle le Corder Ship à 2 moteurs. Le Corder Ship à 2 moteurs, il ne ressemble pas à grand chose, pourtant c'est un vaisseau qui a été voté Pattern of the Year en 2017 sur les forums de conwaylife.com. Pourquoi ? Déjà, quand on accélère un peu la simulation, on se rend compte que ce n'est effectivement pas juste un fouillis de cellules, mais bien une entité qui avance. Ensuite, il faut bien comprendre pourquoi on parle de Corder Ship à 2 moteurs. Dans ce vaisseau, le moteur, c'est ce qu'on appelle un switch engine qui produit une copie de lui-même après 48 générations et qui peut être utilisé pour propulser des vaisseaux. Il faut savoir que le tout premier Corder Ship à avoir été découvert l'a été en 91 et il possède 13 moteurs. La complexité croissante des découvertes de Corder Ship, ça n'a pas été de rajouter des moteurs, mais d'en enlever. Mais c'est faux, c'est des cellules qui avance, mais qui interagit. Et bah, yo, c'est trop fou. C'est des cellules qui avancent, mais qui interagissent avec d'autres cellules pour arriver à bouger en bloc. On part de tout petits trucs minuscules à des trucs qui se... Non seulement ça se multiplie, mais ça communique entre eux aussi. Parce que j'imagine, s'il y a 2 cellules qui avancent dans le même sens et qui fusionnent, arrivé à un moment donné, quand il y a des cellules vives et des cellules mortes et que ça crée une entité, ils vont commencer à bouger différemment de leur point de départ. Donc si peut-être on a 2 en diagonale, arrivé à un point culminant, là ça devient une autre entité. Yo bro, what the fuck? Allô? Je suis en live. Ben il fait chaud. Tu fais une suite tout ton live? Hein? Tu fais une suite tout ton live? Je pense pas, ça fait que 2 heures. Tu voulais aller quelque part? Ben, je vais parler. C'est pressant, quoi. Ouais, ben, bientôt, dans peut-être 2 heures encore. J'essaie, mais il faut. De réussir à en fabriquer avec moins. Un Corder Ship à 10 moteurs a été trouvé la même année, à 7 moteurs en 93, à 6 en 98, jusqu'à ce qu'on arrive en 2017, avec cette trouvaille donc du Corder Ship à 2 moteurs qui remporte son petit prix. Donc c'est une belle machine qu'on voit là.
Mais en la regardant, on a un peu l'impression de voir des nuages de cellules avancer côte à côte, sans trop d'intérêt les uns pour les autres, The mais je peux le life laisser game. tourner en fond, et je vous invite à fixer un morceau tout du long, vous verrez qu'en fait tout est connecté. Les pièces du vaisseau interagissent entre elles et influent les unes sur les autres pour faire avancer l'ensemble, et le maintenir Yo, dans un that's what état I'm cohérent, saying! quoique très fragile. Je me permets un peu de sabotage, on met sur pause, on retire 7 cellules au hasard. Yo, une modification crée le déséquilibre à travers l'entité. On met un peu de sabotage, on met sur pause, on retire 7 cellules au hasard. Ça vole tout de suite moins Il y a eu des éclats là. Il y a des petites cellules qui se sont déformées, qui sont allées vers d'autres endroits. bien. La raison pour laquelle on n'a pas encore trouvé de corder ship à un moteur, c'est que ces moteurs sont très chaotiques. Je vous remets un switch engine tout seul, ça part vraiment dans tous les sens. Donc si on veut en utiliser pour propulser un vaisseau, pour éviter que les débris produits détruisent l'ensemble, on cumule les moteurs pour qu'ils nullifient leurs effets destructeurs. C'est pour ça qu'il est compliqué de trouver de nouvelles configurations de corder ship, trouver l'assemblement parfait des switch engines pour faire avancer le vaisseau et garder sa cohérence malgré la nature chaotique des moteurs, c'est pas évident. D'ailleurs, pendant que je filmais ce plan d'assemblement de switch engine, ça a fait ça. Voilà. Quoi qu'il en soit, les switch engines chaotiques, trouver la bonne configuration compliqué, mais les gens ont réussi et le corder ship à 2 moteurs avance. Très lentement. C'est très très lentement. La vitesse du corder ship à 2 moteurs s'écrit comme ça, C sur 12, donc un 12e de C, C représentant la vitesse de la lumière sur le jeu de la vie. Un 12e de C, c'est vraiment lent. Pour comparer, notre glider, il avance à une vitesse de C sur 4. Donc, on trace, et on s'éloigne. Sauf que, pas vraiment, puisqu'on tombe sur un autre corder ship à 2 moteurs, puis un autre. Ok, il se passe quoi là? Bon, on va avancer, on a du chemin, l'avantage c'est que je peux accélérer. Encore. Yo! Ok, voilà, on est arrivé. Voilà une usine à corder ship à 2 moteurs. Pour comprendre ce qu'on regarde, il faut qu'on revienne à beaucoup plus simple. John Conway, les tests de configuration sur le jeu de Go, ça lui plaisait mais en modération. Donc après la découverte du glider, il a mis en jeu une somme d'argent que pourraient gagner ceux ou celles qui trouveraient une manière de fabriquer une usine à glider. Pour s'assurer d'avoir quelque chose, il a décidé d'offrir le prix à la première personne qui pourrait créer une configuration capable de générer une population à l'infini. Et donc un petit groupe d'étudiants du MIT se mettent sur le coup et découvrent finalement ceci. Voilà ce qu'on appelle un gun, plus spécifiquement un glider gun, encore plus spécifiquement un Gosper glider gun. Bon, moi j'aime pas les appeler gun, je trouve ça trop violent pour rien, donc je les appelle papa-maman, mais on va plutôt partir sur géniteur par souci de crédibilité. Je vous laisse regarder ces géniteurs quelques secondes pour que vous compreniez ce qui se passe. C'est ça frappe, Bon, ça en fait, revient, ça c'est frappe, tout ça simple, revient. hein. Il n'y a pas grand chose à comprendre. En gros, la rencontre de 2 groupes de cellules différents provoque Exact. 2 choses à la fois. La première, c'est qu'un glider naît de... Ah, il a dit 2 cellules différentes. Comme quoi, tu vois, il y a des règles établies qui sont visibles partout dans la nature. C'est comme un aimant. C'est plus, moins. L'électricité, plus, moins. Homme-femme. C'est des concepts qui sont là partout. Donc, un d'une configuration, l'autre d'une autre configuration, ensemble peuvent créer une nouvelle vie, un nouveau glider. C'est vraiment ça le concept de la vie. Tout repose sur l'équilibre. Mais c'est 2 entités différentes qui viennent se rejoindre, qui sont capables de créer justement le prochain step, la prochaine étape, la vie, le futur, l'évolution, la continuation. de la rencontre,
géniteur qui prenait plus de temps Tu à... vois, même au niveau du timing, si le timing n'est pas parfait, si c'est trop élevé, la production, ben ça casse tout. accoucher. Typiquement, je pensais que le Five and Dime que je vous ai... Vous voyez pas à quel point c'est impressionnant qu'une personne a juste demandé à des étudiants de trouver une usine et ils ont été capables de créer tout ça, mais c'est parti du fait que dans son jeu, il y avait qu'une règle ou que deux. C'est les cellules mortes, les cellules vives, côte à côte. Cette règle-là est établie, boum, regarde ce qu'on crée. Mais non, c'est fascinant, bro. Ouais, lui, je veux bien l'appeler gun, il est intimidant. Ça, c'est le maximum volatility gun. C'est grand. Et pourtant, c'est ce qu'on appelle un single barrel gun, à savoir qu'il ne produit qu'un seul courant de vaisseau, juste ici, et simplement des gliders. Et c'est toujours ça. Déjà, on a des oscillateurs un peu... nouveaux vaisseaux, et on assiste à la même Chaque entité a son importance. Tu vois ce que je veux chose dire? un peu plus loin, collision de 3 gliders, sans oscillateur cette fois-ci, ce qui donne naissance au même vaisseau en un peu plus petit. Juste après, les vaisseaux passent à côté d'autres This is oscillateurs, fire. et leur passage provoque la naissance d'autres gliders, qui partent Plus on apprend, plus on comprend qu'on est ignorant. C'est exactement ça. à leur tour rebondir sur des bumpers pour créer d'autres vaisseaux. Et on n'a même pas effleuré le unième de toutes les connaissances du monde, bro. C'est trop fou. On arrive, finalement, à l'avant-dernier oscillateur de la file qui Des a un impact milliards infinis de possibilités de trucs qu'on peut faire, créer. Yo, c'est n'importe quoi. sur le petit vaisseau, qui, à son tour, a un impact sur le grand vaisseau, qui donne naissance à un glider qui, finalement, part... Tu vois, c'est fascinant ce que nous, on peut créer. Là, imagine celui qui nous a créé. C'est genre... Bro, on n'est pas juste apparu comme ça. C'est qu'il y a eu tout un mécanisme pour qu'on soit ce qu'on est là tout de suite. This is... What? Yo, ça dit quoi? entre deux autres Toseina. gliders. Dans le fond, le Big Bang, ce serait Dieu qui aurait juste assimilé 2-3 trucs, cellules vives, cellules mortes, et puis boum, la vie est créée. C'est des théories encore une fois, mais t'imagines le truc? Jolie usine, moi ça me plaît bien. Et en plus,
D'être que c'est quelque chose. On a l'impression d'assister aux manœuvres d'une usine spatiale gigantesque, c'est assez génial à regarder, je trouve. Nous on continue à avancer. Ça fait peut-être beaucoup d'infos, mais on peut respirer. Notre prochaine rencontre nous le permet. Ça, c'est un Mathusalem. C'est une configuration qui... On s'éloigne déjà, on saura pas. C'est la vie. Ah, ça c'est pas mal. Je vous présente le Pony Express. C'est ce qu'on appelle un puffer, c'est une configuration qui se déplace comme un vaisseau, mais qui laisse des débris derrière elle. Typiquement, la configuration que j'ai découverte tout à l'heure, je l'ai pas découverte, puisque je la retrouve en pièce du Pony Express, qui peut de son côté nous empêcher de passer, donc il faut juste qu'on se dépêche. Voilà. Donc, je répète, ça c'est un puffer qui laisse des débris derrière lui, et beaucoup de vaisseaux pourraient laisser des débris, mais s'arrangent pour nettoyer derrière eux. Lui par exemple, il laisse une longue ligne de débris derrière lui, mais il a prévu le coup avec un vaisseau balai pour la faire s'effondrer. Lui, il fait pareil avec un jeu de domino. Celui-ci avec de petits missiles. Non. Celui-là, il est vraiment particulier, les débris sortent à l'arrière, ils sont transformés en glider, remontent par le centre et sont éliminés à l'avant grâce à des blinkers qui se replacent au bon endroit à chaque fois. Je l'aime vraiment beaucoup lui. À lui, c'est le Backrake 3. C'est un autre puffer, mais dans une sous-catégorie bien particulière de puffer. Mais les gens qui ont découvert ça, là... Putain de merde. Le Rake. En gros, il laisse aussi des débris derrière lui, sauf que ces débris sont des vaisseaux. Et derrière, ça... Imagine donner à n'importe quel AI ce jeu et de lui demander de créer des trucs. Yo, ça va être effrayant. Peut-être il va créer une vraie entité qui prend vie, là. ça commence à devenir imposant. Non. Non. Mais ça, c'est rien. Par rapport à ça, je vous présente le Breeder 1. Le premier breeder jamais découvert. C'est déjà un gros morceau, mais il reste minuscule par rapport à ce qu'il peut devenir, parce que sa croissance est infinie. C'est effrayant, bro. En fait, c'est même plus que ça. Le Breeder 1 est la première... Parce que ça, c'est ce que nous, on est capable, ou ce que nous, on a été capable de générer. Mais maintenant, si tu donnes à AI... Tu vois, je regardais une vidéo récemment, ça disait, on est à l'étape de l'AI où est-ce qu'il est capable de autant performer qu'un être humain. Maintenant, la prochaine étape, c'est que le AI entraîne l'autre AI, la génération d'avant. Tu vois, l'évolution dans le fond. Le premier AI, mais ensuite, il y a toujours des évolutions, des AI qui se transforment à travers eux-mêmes. Ça veut dire le AI va entraîner l'autre AI parce que l'être humain est pas capable de travailler autant fort que lui. Maintenant, lui qui façonne la prochaine génération de AI, on appelle ça des super AI. Et ces super AI-là vont être carrément des demi-gods parce que eux, qui ont été façonnés par des AI autant performants que les êtres humains, maintenant sont plus performants que le AI précédent, donc plus performants que l'être humain. Maintenant, si celui-là entraîne la prochaine génération, on s'en va vers quelque chose de malade mental, les gars. Et ça va tellement vite. La courbe, elle est pas équilibrée où est-ce que l'évolution est stable. C'est exponentiel. Il y a vraiment un moment donné où est-ce qu'on n'aura plus le contrôle. Et quand on va perdre ce contrôle-là, c'est toutes les possibilités sont bonnes. Est-ce que le AI va devenir Terminator? Est-ce que le AI va être un de nos alliés les plus gentils du monde, de l'univers? Ça va être quoi la prochaine étape? Là, on est là. On est à ça, là. Yo, je regardais une vidéo. Yo, mais faut que je me calme. Parce que à force de tout le temps penser à ça, c'est des trucs à devenir fou. Tu peux vous croiser sur Twitter ce genre de trucs. You cut off your friend for missing your birthday dinner, but not the man who forgot your birthday? Genre là, tout de suite,
on est rendu là au niveau de l'évolution. Il y a un moment donné où est-ce qu'il sera plus performant que l'être humain, que nous, on ne sera même pas capable de comprendre ce qui se passe. Ça sera une copie conforme de la réalité. Ça sera la réalité virtuelle. It's gonna be worth it. Nah, this ain't no different. Y'all, this about to get messy, but it's gonna be worth it. Je me demande vraiment c'est quoi qui va se passer, bro. Quand on sera rendu là, c'est quoi qui va se passer? Frérot. Frérot. Man. Vous la sentez venir? Je dis pas que c'est fini, mais je me demande... Moi, je vais être là pour voir. Franchement, j'ai hâte de voir. C'est quoi qui va se passer? Shit. Configuration trouvée a présenté ce qu'on appelle une croissance quadratique, qu'on résume de la sorte. Une croissance infinie dont le taux est proportionnel au carré du nombre de périodes écoulées depuis le début de l'observation du phénomène. En gros, ça veut dire que la croissance n'est pas linéaire, elle n'est pas constante, mais qu'elle accélère avec le temps. Et vous vous demandez peut-être comment c'est possible avec le Breeder 1, je vous explique. Cette configuration est un puffer, donc une configuration qui avance comme un vaisseau, mais qui laisse derrière elle des débris. Ceux qui ont bien suivi pourraient peut-être croire que c'est même un rake, vous vous souvenez, c'est la sous-configuration de puffer qui ne laisse derrière elle pas que de simples débris, mais des vaisseaux. C'est bien ce qu'on voit ici, non? Des vaisseaux produits par le Breeder 1. Eh ben, pas tout à fait. En fait, le Breeder 1, c'est pas un rake, c'est bel et bien un puffer. La subtilité, c'est que le Breeder 1 produit en débris des usines. Ces débris, ce sont des usines à gliders, qui restent au même endroit, pour toujours, en produisant des gliders en boucle. Et ça donne ça. What the fuck? Bro. Yeah. What? Un triangle. Une pyramide? Ok, on a compris qu'on pouvait faire grand, mais c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, il commence plus petit. On revient à la base. L'un des objectifs de John Conway quand il a mis sur pied ce jeu de la vie, c'était d'avoir un jeu aux règles simples et de voir à quel point les choses pouvaient y devenir complexes. Il y a un truc qui pourrait vraiment satisfaire ce principe de complexité, et que Conway... Yo, dis-moi pas, ça c'est... Yo les gars, il y a un épisode de Black Mirror. C'est littéralement un mec qui a un jeu, qui a des règles et qui... Yo, c'est quoi le titre de l'épisode? C'est un truc effrayant comme ça, là. Espérait dès le début, c'était de rendre son jeu... Ou est-ce qu'il veut littéralement libérer ses minions ou ses... Je sais pas, ses cellules... Turing à travers un jeu. Je vous donne la... Exact, il est drogué puis il pense qu'il communique avec justement ces petites créatures. La définition de Turing complet. C'est un principe fondamental en informatique qui fait référence à la capacité d'un système de calcul à simuler n'importe quelle machine de Turing, ce qui voudrait dire, sans trop rentrer dans les détails, qu'il pourrait exécuter tout algorithme ou résoudre n'importe quel problème de calcul, à condition de le décrire formellement et d'avoir assez d'espace et de temps. Est-ce qu'on pourrait faire ça avec le jeu de la vie? Est-ce qu'on passerait vraiment des vaisseaux à un ordinateur? Eh ben on peut essayer. Déjà, il faudrait qu'on puisse envoyer des signaux, qu'on trouve des substituts à l'électricité. Ça, on peut le faire. Avec des géniteurs, on peut envoyer des gliders à intervalles réguliers, ou non. Ensuite, il faudrait pouvoir utiliser ces signaux avec des portes logiques. La porte AND, par exemple, qui veut dire et qui est là pour vérifier qu'elle reçoit bien deux courants. Est-ce qu'on pourrait faire ça dans le jeu de la vie? Bah, plaçons déjà nos deux courants. A ici, B ici, pas encore activé. Le but, ce serait d'avoir une porte qui ne laisserait passer un courant ici que si elle reçoit bien deux signaux. Donc C s'active uniquement si A et B sont activés. Pour faire ça, on utilise un géniteur activé qui envoie un courant X dans ce sens, c'est ce X qui va servir de porte. Maintenant, activons seulement A. Le flux part, mais le courant est coupé par X et il n'arrive pas en C. Donc ça fonctionne pas. Activons seulement B, et pareil, le flux part, coupé par X, donc on n'a rien au bout. Maintenant, si on active A et B en même temps, B va venir couper X et permettre à A de passer, ce qui nous donne effectivement un courant qui arrive en C. On a une porte AND qui ne s'active que quand elle reçoit deux signaux. Ok, c'est pas mal. C'est comme ça que les joueurs se débrouillent pour fabriquer des portes logiques, et sur le même principe, on construit les deux autres portes logiques principales, OR et NOT, utilisées pour construire toutes les autres portes logiques.
Ensuite, on utilise des réflecteurs pour former des adaptateurs, qui permettent la conversion et l'ajustement des signaux entre les différentes parties du circuit pour assurer une communication fluide entre elles, ce qui permet de connecter ces portes logiques pour réaliser des opérations plus complexes. On peut s'en servir comme d'additionneur, qui permet la réalisation d'additions de nombres binaires. Ça, c'est un composant essentiel pour construire des entités arithmétiques capables d'effectuer des calculs plus complexes au sein de cet environnement. Et on continue, les joueurs fabriquent ce qu'on appelle un ALU, une Arithmetic et Logic Unit, responsable des opérations arithmétiques et logiques, qui permet de manipuler les données selon des instructions programmées, en l'occurrence des instructions en 8 bits. Maintenant, essentiel, il faut stocker ces informations. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut fabriquer une mémoire dans le jeu de la vie? Évidemment. Voilà une unité de mémoire qui utilise des bascules RS et des portes logiques pour stocker des bits d'informations binaires, de manière à maintenir l'état de chaque information jusqu'à ce qu'une instruction opposée soit reçue, mais qui sert aussi à lire et à écrire des instructions, avec 3 modules tout à gauche pour lire et décoder des adresses. Et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Il nous faut des instructions. Voilà, un programme avec le décodeur, les instructions, les adresses, les données qu'on peut modifier avec un script Python qui permet de programmer l'ordinateur qu'on est en train de monter, et comment on voit ce Man, come on, man. Yo, come on, man. qu'on fait, et ben voilà l'écran. Qui commence à se remplir, en fonction des instructions. Sauf que c'est long. Ouah, c'est super long, et mon PC a un peu de mal quand j'accélère. Mais on l'a, notre ordinateur. On l'a, notre Turing complet, avec une grille et 2 règles. Et dites comme ça, Conway, il y avait pensé dès la création de son jeu. Sauf que ça ne paraissait pas tout à fait évident au début. Ce qui lui avait fait comprendre que la chose devrait normalement être possible, c'était la découverte du glider, dont il imaginait déjà le potentiel de transmission de données. Notre glider à nous approche d'ailleurs de la fin de son petit voyage. Il en aura vu des choses, les natures mortes, les oscillateurs, les vaisseaux, les corder ships, les usines, les puffers, les rakes, les breeders, mais je vous assure qu'il n'a jamais vu ce dont il approche. Parce que le jeu de la vie de Conway, ce qui rend le fait qu'il soit Turing complet vraiment intéressant, et ce pourquoi je vous en ai parlé, c'est pas juste pour vous montrer qu'on peut faire des additions à l'intérieur. C'est pour finir de la plus jolie des manières, en vous rappelant qu'être Turing complet, ça veut dire pouvoir faire tourner n'importe quel algorithme. Là, on ne pourrait pas rêver mieux pour finir notre voyage. C'est quoi qui se passe là? Nah. No way! No way! Les cellules mortes ou vives là? No way! Bruv. Nah. Le jeu dans le jeu. Yo bro, c'est bien. C'est une autre dimension là, du jeu là. Non. Bro, what the fuck? Et c'est sûr que si t'as été capable de faire un jeu dans un jeu, tu peux faire un jeu dans un jeu dans un jeu. Vous voyez les trucs, les rêves dans des rêves. Rêver, mais rêver que tu rêves. What the fuck? Et moi,
apprennent à se déplacer de manière plus Ah, optimale. GG's. GG's. Il a mentionné l'IA. GG's. Et je continue mon voyage, et je tombe sur tellement d'algorithmes et tellement de modèles qu'il faudra très probablement que en tant que créateur de systèmes vivants. Ce qui est certain, c'est que je deviens quelques heures pour prendre les merveilles Oh, je vois déjà les chromosomes commencer à se former là. qui nous entourent pour acquises, pour les considérer comme des banalités. Alors, si on peut changer de filtre, eh ben, il faut pas hésiter à le faire. Et c'est ce que je vous propose, de m'accompagner dans le super amas du Laniakea, puis dans le groupe local, puis dans la Voie lactée, et enfin dans le système solaire, dans lequel on trouve, réchauffé par une étoile jaune composée à 75% d'hydrogène, une petite planète bleue qui, il y a 3 à 4 milliards d'années, a vu naître dans ses océans de petites créatures qu'on aurait pu, si on avait été présent à ce moment-là, observer de la même manière qu'on a observé le jeu de la vie, en se demandant ce que de si petites choses pouvaient bien faire, en quoi elles allaient bien pouvoir se transformer, avec assez d'espace et de temps. On aurait pu les approcher comme on approcherait une petite simulation, avec la même curiosité qu'on a développée pour les petites créatures de Conway. On aurait pu regarder ces petits bouts de vie en nous laissant emporter par les possibilités et en nous demandant ce que ça allait bien pouvoir donner. L'avantage, pour nous, c'est qu'on n'a pas besoin de se demander. Damn! Wow. Yo! Yo, Ego, c'est vraiment le GOAT, bro. God damn. Yo. Wow. GOAT. Franchement, là. Wow. Je suis impressionné. Ouais, je suis vraiment impressionné.